Bonjour à tous. Bonjour. On va patienter quelques instants, le temps que tout le monde se connecte. Je mets un petit bonjour, comme ça tout le monde. Ok. Il y a déjà pas mal de gens connectés. Effectivement. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour Clélia, bonjour Camille, bonjour Christian. C'est ça, On c'est se c'est retrouve vraiment entre nuls, là, on se sent bien. c'est la thématique du jour. Alors, est-ce qu'on se dit à 11h05 ou est-ce que c'est trop bien? Sinon, coupons la poire en deux, on peut se dire à 11h03. Je sais pas. Ah ouais, c'est très précis. Bonjour Raphaël. Ça va que tu parles ou... Non, c'est un autre Raphaël dans le chat. D'accord. Bonjour Ethan. Il y a encore des inscrits qui arrivent là. C'est un peu tard là. Allez, on sort de réunion. Il y a pas mal d'inscrits là à l'instant T, donc on va attendre juste 5 et puis après on va démarrer. Parfait, très bien. Bonjour Jonathan. Bonjour Gabriel. Peut-être que tu peux un peu déjà peut-être faire les présentations, Raphaël. Je pense qu'on peut un peu commencer petit à petit comme ça. Et après, de toute façon, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques minutes, donc peut-être qu'on peut déjà commencer les présentations. Parfait, très bien. Et donc, allons-y gaiement. Je reprends le contrôle. Et donc, bienvenue à ce webinaire que nous avons choisi d'appeler le server-side pour les nuls et qui a pour but en fait de vous faire découvrir ce type de tracking de manière simple et sans besoin de grandes bases techniques. C'était vraiment notre objectif du jour. Donc pour nous présenter brièvement, nous sommes l'agence Ad Premier, on est spécialisé à la base dans le référencement payant, le référencement naturel et aussi les social ads. Et ces derniers temps, en fait, la gestion des campagnes de pub devient de plus en plus automatisée et il est vraiment crucial de pouvoir récupérer un maximum de données pour alimenter les algorithmes. Et ça nous a donc semblé tout naturel de créer un pôle data au sein d'agence pour adresser ce type de sujet. Et donc c'est Vincent aujourd'hui qui est à la tête de ce pôle et qui s'efforce chaque jour de rendre accessible à l'équipe et à nos clients des problématiques qui sont plutôt complexes. Et c'est ce qu'il va faire aujourd'hui pour nous concernant le tracking server-side. Donc pour ma part, je suis Raphaël. J'ai rejoint l'équipe il y a quelques mois en tant que responsable succès client. Et si le sujet du jour et d'aujourd'hui sur la table, c'est aussi parce que la récupération de données est au cœur de nombreux échanges avec nos clients. Et donc, voilà, il est 11h05, on peut commencer. Je laisse la parole à notre Vincent. Merci N'hésitez pas à Raphaël. nous envoyer les questions au fur et à mesure. Et voilà. Bon webinaire. Merci Raphaël. C'était bien résumé. Donc ouais, donc comme dit Raphaël, l'idée c'était vraiment, comme vous le savez, je pense un peu tous, déjà aujourd'hui la remontée de données elle est de plus en plus difficile quand même, avec plein de facteurs qu'on va voir dans ce webinaire. De plus en plus d'obstacles peuvent obstruer la remontée de données.
Et du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est de plus en plus compliqué d'avoir soit la bonne source de données qui est récupérée quand, par exemple, il y a une conversion sur un site ou un formulaire, etc. Que ça soit sur la source de la donnée ou même sur la donnée en elle-même, on a de plus en plus de mal à récupérer. En plus, avec l'arrivée de Google Analytics 4, qui a en plus fait que le modèle d'acquisition de la donnée est différent. Du coup, beaucoup de choses ont changé et beaucoup de gens ont remarqué que la remontée de données était de plus en plus compliquée. Donc l'idée déjà, c'est de vous présenter dans un premier temps, avant de parler de server-side, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui concrètement, les bases de ce qu'on a aujourd'hui, donc qu'on peut appeler la partie client-side, mais que tout le monde appelle tracking, donc plus ou moins on va dire classique. Donc tu peux peut-être un peu avancer, Raphaël, directement. Alors, dans le tracking classique, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, tout vient du coup. Alors, on a voulu schématiser volontairement. Le but, c'était vraiment, comme son nom l'indique, pour les nuls entre guillemets, dans le sens où le but, c'est que vraiment vous compreniez le cheminement de la donnée jusqu'à arriver vers vos différents outils d'analyse comme Google Analytics, Google Ads, etc. Donc, la première chose à savoir, est-ce que tu peux avancer aussi, Raphaël, s'il te plaît? Alors voilà. Donc, dans les limitations du tracking classique, on va avoir plusieurs aspects. Donc, la confidentialité et le consentement d'utilisateur. Je pense que vous voyez de quoi je veux faire allusion. Donc, on parle ici de la bannière de cookies qui va être déjà un premier frein dans un premier temps. La limitation technique de ce que propose le côté client-side, certains problèmes de compatibilité et l'impact sur les précisions de données. Donc, ça regroupe un peu ce que je viens d'expliquer globalement et on va voir ça plus en détail par la suite. Donc, tu peux avancer. Si ça veut bien avancer. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Donc, la première chose, comme j'ai dit, donc le premier frein qui va arriver quand on a une remontée de données, donc à partir du moment où un utilisateur arrive sur votre site, fait des actions et par exemple génère une conversion sur un site e-commerce ou alors remplit un formulaire, déjà avant d'avoir même fait ne serait-ce qu'une action, va se heurter à ce qu'on appelle la bannière de cookies, aussi communément appelée la CMP. Donc, la CMP, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus bloquante, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avant, ce qu'il faut comprendre, et je pense que tout le monde est au courant, mais on va dire que la CNIL a voulu forcer tous les éditeurs de sites à intégrer une bannière de cookies. Aujourd'hui, on va dire 95% ont des bannières de cookies, mais soit très mal configurées, soit très bloquantes, soit inutiles, c'est peut-être même des boîtes vides. Et donc, du coup, soit la donnée passait complètement, mais on n'était pas dans la légalité, soit la donnée passait plus du tout parce qu'elle était trop bloquante et mal configurée. Donc, c'est pour ça que rien que la bannière de cookies, déjà, empiète grandement sur la remontée de données. Pour vous donner un peu un chiffre, il y a 39% des utilisateurs en France, en moyenne, ça c'est un chiffre de la CNIL, qui refusent de base les cookies et du coup qui nous empêchent de remonter la donnée. Alors évidemment, je ne sais pas si vous avez aussi vu l'actualité, il y a une grosse actualité concernant les outils de Google, notamment Google Ads et Google Analytics, qui est le Consent Mode V2. C'est pas le but du webinaire aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet qui est apparu très récemment et qui fait en fait en sorte que on est pratiquement maintenant obligé de se mettre conforme à la CNIL et à la remontée de données avec un bandeau qui est certifié Google, etc. pour une remontée pour une meilleure remontée et pour surtout ne pas se faire complètement bloquer la remontée de données et l'utilisation de certaines fonctionnalités sur Google Ads et Google Analytics. Ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, ça pourrait en faire partie d'un prochain webinaire. Mais en tout cas, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que de toute manière, la bannière de cookies va déjà empiéter sur la remontée de données. C'est le premier frein. Ensuite, on a un second frein. Vas-y, Raphaël. Qui va être ce qu'on appelle l'ITP Safari. Donc là, on a pris l'exemple de Safari, mais en vrai, ça arrive de plus en plus sur d'autres navigateurs comme Firefox, etc. Qui est tout simplement, en fait, la durée des cookies qui est diminuée. Ça rentre dans cet aspect de la fin des cookies tiers, on en parlera dans un second temps, qui arrive de plus en plus. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, quand un utilisateur navigue sur le site, normalement, son cookie, donc en gros, ses données
je vais essayer d'être très schématique, mais ces données qui sont transposées en fonction de ses actions, c'est-à-dire quand il va sur une page, quand il vient de quelque part, etc. En fait, on trace finalement la personne avec ce cookie-là. Et en fait, le problème, c'est que certains navigateurs, notamment Safari, qui a créé l'ITP en 2017, qui est l'Intelligent Tracking Prevention, vous ferez attention à mon accent incroyable, qui en fait permet d'améliorer la confidentialité des utilisateurs et qui empêche les suivis indésirables des activités marketing, donc en gros, qui nous empêche, nous, les annonceurs, de pouvoir exercer correctement nos campagnes, etc., par exemple. Et donc, ce qu'a fait Safari, c'est qu'en fait, tout simplement, il a passé les cookies qui durent normalement en moyenne 30 à 60 jours, ça va dépendre, à 7 jours, voire même 24 heures pour certains types de cookies. Donc là, c'est un gros problème. Pourquoi ? Je pense que vous pouvez le comprendre, c'est que si un jour vous faites une campagne et que la personne, par exemple, vient d'une campagne, etc., elle navigue sur votre site, etc., sauf qu'elle ne va pas acheter tout de suite, elle va acheter peut-être dans 72 heures, voire plus. Surtout, ça dépend évidemment de votre business. Si, par exemple, on est sur l'immobilier, souvent, c'est des ventes très longues. Là, le problème, c'est qu'on n'aura pas l'information que c'est cette personne-là qui vient d'une campagne. Et du coup, dans nos outils d'analyse, on va avoir un doublon ou alors on ne va pas avoir l'information du tout, etc. Donc, c'est un vrai problème. Voilà, donc ça, c'est encore quelque chose qui empêche la remontée de données. On peut maintenant passer au troisième point qui est bloquant. Alors là, pour le coup, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Donc, les adblockers, qui pour le coup, pour vous donner un chiffre très simple, très clair, c'est 30% des utilisateurs en Europe qui ont des adblockers. Donc concrètement, il y a 30% de données qui remontent soit très très mal, soit pas du tout. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un facteur qui est déterminant dans la remontée de données sur vos sites aujourd'hui. Donc voilà, c'est encore un autre frein. Alors, je vais évidemment donner des solutions et comment le contourner par la suite. Là, le but, c'est vraiment de vous présenter ce qu'il y a aujourd'hui et pourquoi ça bloque, pourquoi on a de moins en moins de données, pourquoi quand on a un CA, un chiffre d'affaires sur votre dashboard, ou quand vous utilisez par exemple un PrestaShop ou votre dashboard derrière, vous avez un chiffre et que sur un Analytics ou un Google Ads, vous n'avez pas exactement la même chose, voire même des écarts énormes. Ça fait partie de toutes ces raisons, font partie de cette mauvaise remontée. Et ensuite, on a un dernier facteur qui est la fin des cookies tiers. Donc la fin des cookies tiers, c'est pas pareil, c'est pas une technologie purement comme on l'a expliqué juste avant, donc l'adblocker, les ITP Safari, c'est pas vraiment une technologie en soi, c'est juste un phénomène qui est de plus en plus courant aujourd'hui, qui arrive de plus en plus, qui est la fin des cookies tiers. Donc, pour vous donner un petit peu l'historique, en gros, c'est l'idée que aujourd'hui, on tend à utiliser un nouveau système marketing par la suite, une nouvelle technologie qui arrivera, qui remplacera les cookies pour respecter, évidemment, toujours dans cet aspect de respecter la vie privée, etc. Même si les nouvelles technologies qui arriveront par la suite sont encore en développement, etc. Mais dans l'idée, c'est que globalement, ça fait partie, par exemple, de ce que fait Safari, c'est on va dans un monde où on est de moins en moins avec des cookies tiers. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, en janvier de cette année, Google Chrome a supprimé les cookies tiers de 1% de ses utilisateurs. Donc, ça peut paraître pas grand-chose 1%, mais sur Chrome, qui est le navigateur le plus utilisé au monde, c'est énorme. Alors, ça va pas directement vous impacter ces 1%-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive dans un monde où de plus en plus, les cookies tiers vont disparaître progressivement. Et c'est aussi ça qui fait que progressivement, on voit des remontées de données qui sont de moins en moins bonnes. Voilà. Donc, globalement, avec tous ces facteurs-là, si vous arrivez à faire une petite addition, on arrive à quand même peut-être même la moitié des données qui ont du mal à remonter sur un tracking, on va dire, classique. C'est pour ça que c'est très compliqué aujourd'hui de vraiment remonter la donnée. Donc, évidemment, pour vous revenir sur le tracking classique, donc, je pense que vous le savez peut-être, mais dans l'idée, dans un tracking, on va dire, qui correspond à 90% des éditeurs aujourd'hui, on a une action qui a été effectuée par l'utilisateur qui va être envoyée sur ce qu'on appelle le Google Tag Manager. Donc, en fait, Google Tag Manager, pour ceux qui ne savent pas, on est quand même sur le serveur 7 pour les nuls, donc je vais essayer de tout expliquer. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ensemble des balises de tracking des différents leviers qui sont agrégés dans Google Tag Manager pour ensuite envoyer les bonnes informations aux outils comme Google Analytics, Google Ads ou Meta. Donc globalement, aujourd'hui, le tracking client-side, c'est vraiment tous les utilisateurs font des actions sur votre site, c'est envoyé dans Google Tag Manager, c'est traité dans Google Tag Manager et ensuite c'est envoyé
de la meilleure des manières possibles vers Google Analytics, Google Ads, Meta, ça peut être Pinterest, ça peut être Criteo, ça peut être tout ce que vous voulez, Taboola, etc. Là, j'ai donné 3 exemples les plus connus. Mais voilà, donc ça, on est sur un tracking client-side. Ensuite, maintenant, concrètement, on va parler directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le server-side va changer à ça? Alors, on a évidemment schématisé. Attention, il n'y a pas des gros câbles qui sortent de l'ordinateur pour aller vers GTM, etc. L'idée, c'était de schématiser, vraiment que vous compreniez l'idée de pourquoi on pourrait contourner ça, sans forcément rentrer dans la technique pure de comment on le met en place, etc. Même si on va un petit peu parfois rentrer dans la technique, mais de manière légère. Donc, le tracking client server-side, pardon. Donc, globalement, vous allez toujours avoir le tracking client. Ça, c'est un truc déjà à comprendre, c'est que si vous mettez en place un tracking server-side, vous allez avoir un tracking client-side. Sauf que ce tracking client-side va parler avec le serveur, donc la partie serveur. Donc, pour schématiser, en fait, on a fait comme s'il y avait 2 sources de données, même si c'est la même source, c'est les utilisateurs. Et là, on voit tout de suite que déjà, sur le tracking server-side, eh ben, on a toujours ce bandeau de cookies qui, de toute façon, couvre que ce soit un tracking serveur ou un tracking client, qui couvre finalement ces 2 problématiques. Le bandeau, de toute manière, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le bandeau, la bannière de cookies, sera de toute manière obligatoire, que ce soit pour un tracking server-side ou un tracking client-side. Donc le server-side ne va pas faire remonter plus de données par rapport à la perte de la bannière de cookies. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une bannière bien configurée. Bon, évidemment, maintenant, avec le Google Consent Mode V2, pour remonter encore plus la donnée. Mais c'est vraiment important que cette bannière de cookies soit bien configurée et qu'on ne soit pas sur des... Parce que je le sais, je le vois très souvent. J'ai bugué. Est-ce que je passe dans un tunnel? Sébastien? Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, parfait. Alors, c'est Sébastien qui passe sous le tunnel. Mais c'est pas de souci. On se retrouvera, Sébastien. Du coup, j'étais en train de parler du coup de la bannière de cookies. Tout ça pour faire comprendre que le server-side ne réglera pas le problème de la perte de données. Si l'utilisateur ne consent pas ou il accepte ou il consent, ça va pas changer. Le server-side ne va pas changer là-dessus. C'est pour ça que c'est très important que votre bannière soit bien configurée, qu'elle réponde aux nouvelles normes avec le Google Consent Mode V2 et que évidemment que vous ayez un taux d'acceptation le plus haut possible. Si elle est bien configurée, mais que vous avez 50% de refus, il va falloir se poser des questions et essayer de trouver des solutions, peut-être avec une personnalisation de bannière, etc., pour que ce taux d'acceptation augmente. Voilà, ça, c'est très important. Et ça, quoi qu'il arrive, même à la fin des cookies, on en reparlera plus tard, il y aura cette bannière d'acceptation. On est obligé aujourd'hui de demander l'accord de l'utilisateur pour monter sa donnée sensible. Donc, pour faire simple, en dehors de ça, donc là, on a schématisé pour vraiment qu'il y ait 2 canaux, mais en fait, ces 2 canaux-là vont se rejoindre pour ensuite envoyer la meilleure donnée et ensuite la modélisation de la donnée côté Google Analytics ou Google Ads va se faire, etc., pour une meilleure remontée de données. Donc maintenant, on va rentrer dans chaque point qui pourrait bloquer et comment le contourner avec le server-side. Donc, on va, dans un premier temps, parler du adblocker. Donc concrètement, sans rentrer encore une fois dans la technique, pour vous expliquer très simplement comment ça fonctionne, aujourd'hui, comment marche un adblocker? Un adblocker, en fait, va analyser le cookie, va voir si le cookie ne vient pas du nom de domaine sur lequel vous vous trouvez actuellement et va le bloquer. C'est-à-dire concrètement, si vous êtes sur un site et qu'il voit un cookie Google ou un cookie Meta, il va le bloquer parce qu'il va estimer que c'est un cookie tiers, un cookie publicitaire finalement. Donc, il va le bloquer. Aujourd'hui, avec le server-side, on peut récupérer ces cookies et en faire ce qu'on appelle un alias. Donc, on va le camoufler sous votre propre nom de domaine. Donc forcément, le adblocker, il va dire « Ah ben c'est bon, c'est un cookie qui vient donc qu'on appelle un cookie first party ». Voilà, pour rentrer un peu dans le détail, mais c'est un cookie de première partie, donc qui est généré par votre site en lui-même. Il va dire « Ah ben c'est bon, c'est un cookie qui n'est pas publicitaire » et du coup, il ne va pas le bloquer. Donc voilà, très concrètement, ça c'est la manière, bon évidemment, c'est très simplifié, mais dans l'idée, c'est vraiment comment ça que ça fonctionne pour essayer de contourner ces adblockers. Donc ça, c'est entre guillemets un quick win rapidement pour vraiment contourner cette bloqueur-là. Ensuite, alors attendez, juste, voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle donc l'ITP Safari.
donc qui va, comme j'ai dit, ça va pas concerner Safari, mais on va dire qu'on va prendre l'exemple de Safari, parce qu'il y a d'autres navigateurs qui sont en voie de pareil, de faire la même chose, c'est-à-dire de réduire la durée du cookie. Là, l'idée, le server-side permet en fait, ça va récupérer l'ensemble des cookies tiers qui ont une durée limitée de 24 heures à 7 jours, hein, ça va dépendre. Et on va en créer ce qu'on appelle un master cookie, qui s'appelle vraiment comme ça. Donc là, on a schématisé avec des magnifiques petits cookies. Mais en gros, c'est simplement un cookie qu'on va agréger pour rallonger la durée du cookie et du coup rallonger la durée des données de l'utilisateur. Donc, encore une fois, je ne vais pas forcément rentrer dans tout le détail de comment ça fonctionne, mais globalement, grâce au server-side, on peut réaliser ce master cookie-là et faire en sorte que la durée du cookie augmente. Donc, c'est hyper intéressant pour surtout le suivi, alors surtout quand vous avez un business qui est notamment long. Donc, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de l'immobilier qui peut être assez long avant que la personne, par exemple, passe à l'action ou passe à une conversion. Souvent, c'est assez long les ventes. Donc là, ça peut être très pertinent de mettre en place ça pour essayer de contourner ce problème-là avec notamment Safari. Pour vous donner un chiffre, il me semblait que j'avais un chiffre, c'est pour ça que je le cherchais tout à l'heure. L'ITP Safari, ça représente à peu près, en tout cas Safari, ça représente 22,4% de part de marché. Donc c'est quand même vraiment important, Safari. Donc voilà, ça peut aussi vous donner une idée de comment le contourner avec le server-side. Et ensuite, on a ce que je dirais un sujet qui est plus global, finalement, qui va être la fin des cookies tiers. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, aujourd'hui, donc concrètement, pour vous expliquer où est-ce qu'on en est aujourd'hui, concrètement, la fin des cookies tiers a commencé. Dans le sens où, comme on l'a vu tout à l'heure, de plus en plus de navigateurs se mettent au diapason et font en sorte que les cookies tiers disparaissent de plus en plus ou alors soient réduits, etc. Donc, globalement, la fin des cookies tiers a déjà commencé. Maintenant, tout le monde se pose la question, quand est-ce qu'il y aura vraiment plus de cookies tiers? En fait, alors on a toujours cette date de fin d'année ou alors 2025, etc. Google un peu repousse parce qu'il n'y a pas que Google dans l'histoire. En fait, c'est juste que plusieurs acteurs, dont Google, notamment avec la Privacy Sandbox, qui permet en fait, c'est des développeurs, si on veut, vont vraiment se sont rassemblés pour essayer de trouver une nouvelle technologie qui va pouvoir remplacer les cookies tiers. Globalement, il y a plein de sujets sur la table qui sont mis en place. Il y a notamment une technologie qui pourrait remplacer ces cookies-là sans rentrer forcément dans les détails parce qu'il y en a plusieurs. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, on pourrait se servir de l'authentification d'un navigateur pour pouvoir récupérer l'information de l'utilisateur. Donc c'est pour ça que notamment sur Google Chrome aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Google vous demande de plus en plus votre mot de passe et si vous êtes bien connecté sur le navigateur. Parce qu'en fait, potentiellement, il y a la next step du cookie tiers et donc le remplacement de ces cookies tiers, ça pourrait être de récupérer les informations directement que vous avez en étant connecté pour pouvoir ensuite les traiter, créer ce qu'on peut appeler un persona. Ça ne sera pas forcément ciblé vraiment sur un utilisateur, mais on va dire que globalement, évidemment, Google Chrome va connaître si vous êtes connecté vos habitudes d'achat, vos habitudes tout court en fait. Donc, il va pouvoir ensuite le retargeter et faire du marketing là-dessus. Donc, ça peut être une des technologies qui peut être utilisée. Il y en a d'autres qui sont très complexes, qui sont basées à base d'IA, etc., qui sont en sujet. Il y a par exemple une autre technologie qui est assez simple à comprendre, entre guillemets, c'est le fingerprint. Donc en gros, aujourd'hui, souvent, Google arrive pas que Google, mais les navigateurs arrivent à définir nos habitudes de navigation. C'est-à-dire, par exemple, ce type de personnes-là ont tendance à beaucoup aller sur ces sites-là ou alors à beaucoup cliquer là ou à beaucoup cliquer là. Et en fait, par rapport à cette pattern que chaque utilisateur a et chaque personne a, ils vont arriver à faire un persona de ces utilisateurs pour ensuite les retargeter ou les marketer derrière. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont dans les tuyaux, qui ne sont pas du tout encore en place. Google a mis en place la Privacy Sandbox, mais il y a aussi l'association du W3C, donc, qui est une grosse association, on va dire une association d'Internet, qui aussi, avec son équipe, est en train de travailler là-dessus. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui sont dans les tuyaux, mais concrètement, on n'a pas encore une technologie qui a été approuvée et sur lesquelles on s'est mis d'accord pour dire OK, on va là-dessus. Et pour faire simple, en fait, pour revenir au sujet du server-side quand même, l'idée c'est, vu qu'on est de plus en plus en train de perdre de la donnée, le but c'est qu'avec le server-side, on va essayer de compenser.
pour ça que le server-side ne corrige pas la fin des cookies tiers, c'est juste qu'il va compenser toute la perte qu'on va faire de plus en plus, et chaque jour ça va augmenter, pour essayer de compenser vraiment cette perte et de continuer à travailler, continuer à faire des campagnes, voilà, donc vraiment continuer à marketer derrière. Donc, pour faire un petit résumé des avantages du tracking server-side, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc, comme je l'ai dit, pour faire globalement simple, ça va être sur la précision et la fiabilité de la donnée qui est remontée. La durée de vie des cookies, comme on l'a vu avec l'ITP, et pas que l'ITP de Safari, mais qui va être aussi sur Firefox, etc. Et même sur Chrome, finalement, qui va aussi réduire petit à petit sa durée de cookie. Et il y a 2 points que je ne sais pas si vous avez vu, qu'on n'en a pas du tout parlé actuellement, ce qui est normal, qui sont aussi très intéressantes, même qui sont à la base, par exemple, pour le 3e point, qui est la performance du site. À la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que server-side a été créé pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire très simple, quand on a un tracking client-side, tout le tracking est chargé côté client, donc chargé côté navigateur. Donc globalement, ça peut empiéter grandement le chargement de la page, le chargement du site. Non seulement c'est pas bon pour l'utilisateur et pour l'UX, en plus c'est pas bon de plus en plus pour le référencement, pour votre quality score, etc. Donc ça peut vraiment empiéter ça. Et à la base, le server-side a été créé pour ça, pour en fait charger tout ce tracking-là côté serveur. Du coup, on en enlève vraiment une grosse partie. Et là, pour le coup, c'est flagrant dans les remontées. Par exemple, si vous regardez sur la Google Search Console, la différence entre où on a mis le server-side et où on l'a pas mis, globalement, on voit très vite le changement. C'est vraiment le jour et la nuit, forcément, vu que tout est chargé côté serveur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à pas négliger du tout. Le server-side a été créé de base pour ça. Et ensuite, on a rajouté toutes ces modes, on va dire toutes ces options et ces modes pour vraiment améliorer la remontée de données. Mais de base, ça avait été créé pour la performance du site. Et ensuite, il y a un dernier point qui est spécialement pour Meta. Pour ceux qui font la pub sur Facebook et Instagram, sur Meta finalement. Je pense que vous avez remarqué que les campagnes sans utiliser l'API conversion, donc juste si vous faites des campagnes et que vous utilisez juste un pixel, aujourd'hui la remontée de données elle est catastrophique. C'est vraiment une énorme perte, donc très compliqué à piloter derrière. Et même Meta conseille d'utiliser l'API conversion. Le problème de l'API conversion, c'est aujourd'hui la mise en place de l'API conversion sans server-side. C'est très fastidieux, très technique. Il faut vraiment une équipe de dev derrière pour vraiment le mettre en place. Donc c'est assez compliqué. Et en fait, le server-side, grâce aux différents acteurs qu'on va voir juste après, vont permettre d'intégrer une API conversion Meta qui est beaucoup plus simplifiée et qui est beaucoup plus simple à mettre en place étant donné qu'on a déjà la partie serveur. Donc ça demande beaucoup moins de temps de dev et du coup ça peut rentrer dans ce packaging de mise en place de tracking server-side et du coup c'est hyper pertinent de le mettre en place aujourd'hui, qui est conseillé fortement. Alors je préfère préciser, si vous utilisez par exemple des Shopify ou des solutions qui sont déjà côté serveur, c'est aussi simplifié par exemple sur un Shopify, mais si vous utilisez d'autres solutions comme les PrestaShop, les WordPress ou des solutions CMS classiques on va dire, là pour le coup c'est hyper pertinent d'avoir en place un server-side pour mettre l'API conversion Meta. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si on est au dernier point, mais pratiquement au dernier point. Donc donc l'idée c'est concrètement aujourd'hui comment on met en place un server-side. Donc évidemment il faut quand même se faire accompagner, mais je vais vous présenter, on va dire, les solutions de serveurs qui existent. Parce que concrètement, aujourd'hui, si on veut mettre en place un server-side, il va falloir des serveurs, comme son nom l'indique. Et il y a des acteurs qui ont sorti un peu leur épingle du jeu, qui sont les acteurs les plus connus aujourd'hui pour la mise en place d'une solution server-side. Donc, j'en ai montré 3. Évidemment, il y en a d'autres, mais c'est les 3 plus gros. Donc, il y a... alors, c'est pas dans l'ordre d'importance, hein, c'est juste qu'on l'a mis comme ça, je ne vais pas préciser, mais donc dans la première case, donc on a Step.io, qui est leader sur le marché, un des leaders sur le marché. Donc j'ai aussi mis les avantages et les inconvénients. Donc concrètement, Step, l'avantage, c'est surtout le prix des serveurs qui est assez bas. Par contre, son gros désavantage, c'est que, alors son gros, ça dépend pour qui, mais on va dire que l'emplacement des serveurs va se faire forcément aux États-Unis ou en dehors de la zone EU. Et on sait que l'envoi des données aux États-Unis est un peu compliqué. On a eu le problème avec Google Analytics qui a été réglé parce qu'ils ont trouvé un accord. Mais envoyer des données aux États-Unis, si vous avez un pôle juridique ou un DPO dans votre entreprise,
c'est toujours un peu compliqué. Il va faire un peu la grimace de vous dire alors, on va envoyer toutes nos données, nos données tracking vers les États-Unis. Donc, ça peut potentiellement poser problème pour la RGPD, etc. Et en plus, on a un temps de réponse. Alors ça, c'est assez minime, hein, on ne va pas vraiment le voir au chargement, mais un temps de réponse forcément vu que c'est aux États-Unis qui est un peu plus long que si on avait des serveurs en Europe. Ensuite, on a un très gros acteur aussi qui est Addingwell, donc qui est une très bonne solution aussi pour la mise en place de server-side. Pour le coup, les serveurs sont dans la zone EU et on peut même les choisir vraiment spécifiquement, par exemple si on veut vraiment en France ou dans un pays en particulier, on peut vraiment le choisir. Donc aussi, ça c'est un gros avantage. L'avantage aussi, c'est que c'est un peu plus rapide étant donné que c'est plus proche. Par contre, l'inconvénient, il y en a toujours un, c'est le prix. C'est quand même, on va dire, pratiquement 2 fois plus cher que Stepio. Donc, c'est un coût supplémentaire. Pour vous donner un ordre d'idée, comme ça vous avez peut-être une idée ça vous évitera d'aller potentiellement sur Step ou Addingwell pour aller regarder. Pour donner un ordre d'idée de prix, de coût de serveur, on va commencer par une 50aine d'euros par mois et en fait après ça va dépendre du nombre de hits, donc de la grosseur de votre site, du nombre de requêtes qui a été faites et ça peut monter très très haut si vous avez un énorme site. Voilà. Donc ça vous donne une énorme fourchette mais ça vous donne un prix d'entrée. On a à peu près une 50aine d'euros par mois, voire un peu plus en fonction du site. Et ensuite on a un dernier acteur, non des moindres, qui est Google Cloud Platform. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Google Cloud Platform, mais en fait c'est concrètement Google Cloud Platform, c'est un ensemble d'outils que donne Google, notamment pour utiliser des API, etc. Donc en fait, moi ce que j'aime un peu moins, donc ça peut être une très bonne solution parce qu'on reste dans l'écosystème Google, donc c'est quand même intéressant. Là où je trouve que c'est un peu moins bien fait, c'est sur le côté un peu, entre guillemets, user-friendly, où, étant donné que toutes les solutions sont au même endroit, alors certes, ils ont une solution server-side, etc., pour la mise en place de server-side, mais on va dire que c'est pas la solution la plus simple à mettre en place pour moi, pour mettre en place un server-side. C'est pas ce que je recommande, en tout cas, de mon côté. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être vouloir passer par Google Cloud Platform, ce qui est possible aussi, mais c'est pas ce que je recommande, moi, pour la simplicité d'utilisation, même le suivi derrière. Stepio et Addingwell sont quand même beaucoup plus facilement à jour parce que c'est leur cœur de métier de faire ça. Alors que Google Cloud Platform, on sait qu'il y a d'autres business, donc c'est pas forcément là où ils vont être le plus à jour. Voilà. Notamment je prenais des noms tout à l'heure de l'ITP Safari. Par exemple, Stepio s'est mis très rapidement à jour. Ils ont créé par exemple le Cookie Keeper qui permet de faire ce fameux cookie maître pour rallonger la donnée du cookie et ils ont été assez rapides sur la mise en place de cette solution, contrairement à un Google Cloud Platform qui ne va pas forcément être le plus à jour plus rapidement. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, Raphaël? Pour vous parler un peu du coup concrètement, on en a un peu évoqué sur le pourcentage de perte, donc du coup vous vous doutez que si on met en place le server-side, on va retrouver cette perte, alors évidemment jamais complètement, je préfère le préciser, vous n'allez pas avoir le truc précis au centime près. Le but, c'est de récupérer le plus de données possible et d'en perdre le moins possible. Donc nous, il y a beaucoup de clients qui ont déjà sauté le pas chez nous, j'ai des premiers. Il y a 24% de données sauvegardées malgré les adblocks. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a à peu près 30% de pertes et là, on a récupéré 24% en moyenne, donc ce qui est plutôt convenable. Et 30 à 60% des données sauvegardées malgré l'ITP. Là, pour le coup, le master cookie, notamment chez Stepio, qui fonctionne très bien, avec le cookie keeper, qui permet une belle remontée de données. Donc, globalement, l'idée, c'est OK, on a cette perte à peu près d'environ, allez, si on cumule tout, à peu près 50, voire 60% de perte, qui est quand même énorme. Le but, c'est d'essayer de retrouver 30, 40%, voire plus, en fonction évidemment des particularités du site, pour essayer de retrouver le plus de données possible, sachant que on va dans le sens où on en perd de plus en plus. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc vraiment, le server-side est une solution aujourd'hui. Je préfère aussi préciser pour ceux qui se poseraient la question peut-être de dire, OK, le server-side c'est super, mais avec les cookies tiers, finalement, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que du coup, il n'y aura plus ces problématiques? Alors, il y aura toujours ces problématiques. Déjà, les adblockers, ça ne bougera pas. Ils vont évidemment s'adapter à la nouvelle technologie, c'est évident. Et le server-side aussi. Il faut savoir que c'est des entreprises derrière, donc vous inquiétez pas qu'ils vont se mettre au diapason pour les nouvelles technologies qui vont arriver et de toute manière, avoir un server-side, rien que pour le fait que le tracking se fasse côté serveur, va être de toute manière pertinent. Et l'aspect serveur permet de gérer beaucoup plus de choses que côté client, et notamment les nouvelles technologies qui arriveront en matière de marketing. Voilà. Voilà.
Donc pour conclure, s'il n'y a qu'une chose à retenir, bon là il y a quatre choses, mais on va dire s'il n'y a qu'une chose à retenir, donc c'est que le server-side peut contourner pas mal d'obstacles comme on l'a vu, donc les adblockers, l'ITP Safari, entre guillemets récupérer la perte des cookies tiers, la fin des cookies tiers, la vitesse du site, ça c'est quelque chose qui est vraiment oublié quand on en parle, mais pour moi c'est hyper pertinent, surtout sur des très gros sites, vous allez voir la différence. Pour les utilisateurs de Meta, pour moi aujourd'hui, ne pas avoir d'API conversion si on utilise Meta, c'est pour moi vraiment pas intéressant. Donc évidemment, vous pouvez le mettre sans server-side, mais le server-side va vraiment faciliter la mise en place de l'API conversion. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un monde où les données sont de plus en plus rares, le server-side permet de compenser toute cette perte qui va être faite au fur et à mesure du parcours de l'utilisateur. Voilà, donc j'espère que ça a été, on va dire, assez clair. On n'a pas rentré totalement dans les détails techniques de chaque chose. Évidemment qu'il y a plein de choses à voir techniquement, mais je pense que c'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est vraiment que vous compreniez comment ça se passe aujourd'hui, comment on peut améliorer ça, et globalement, comment ça fonctionne globalement, qu'est-ce qu'on peut contourner, etc. Voilà, que vous ayez un peu, c'est le sujet, hein, le server-side pour les nuls, que vous ayez vraiment une petite base sur le server-side pour essayer de comprendre la base du problème. Alors, juste avant qu'on termine sur potentiellement des questions, etc., je sais qu'il va y avoir cette question, donc je préfère déjà la dire tout de suite. Quel est le prix de la mise en place d'un server-side global? Comme vous l'avez peut-être compris, alors il y a beaucoup de ça dépend quand on parle de ça, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que évidemment que ça va dépendre de la technologie que vous utilisez en tant que site, du nombre de pages que vous avez, du nombre de requêtes que vous avez chaque jour, chaque mois. Ça va dépendre de la complexité, si vous avez par exemple du multilangue, si vous avez des multidomaines, etc. Plus la charge va être grande, plus la mise en place du server-side va être grande. Ce qu'il faut comprendre dans les étapes du server-side de la mise en place, ça va être surtout déjà que le côté client, donc le tracking côté client soit très propre, pour ensuite mettre en place le GTM server-side. C'est vrai que j'ai oublié de le dire potentiellement avant, mais en gros, pour faire simple, vous avez toujours un GTM côté client, et ensuite on va créer un GTM côté serveur, qui va parler au serveur directement. Donc voilà, donc, pour faire simple, pour le prix, on va estimer qu'on commence à une mise en place d'un server-side sur des sites, on va dire, de petite taille, voire moyen, autour de 2005-3000 €, et ensuite ça peut aller beaucoup plus loin. Il y a aussi, après, il y a le coût de serveur qui est rajouté, qui est mensuel, et on peut aller vraiment beaucoup plus loin sur 10 000, voire 12 000, 15 000, ça peut aller très loin en fonction de la grosseur du site, évidemment. Ah, alors, Sébastien a déjà une question. Ah, je suis pas du bon côté. Comment mettons en place le tracking server-side? Merci, Raphaël. Du coup, alors comment concrètement, donc j'ai un peu déjà expliqué comment, alors concrètement on le met en place. L'idée, c'est du coup, comme je l'ai dit, donc vous allez avoir un GTM qui est, normalement, vous avez, la plupart d'entre vous, tous les éditeurs ont normalement un tracking qui est côté, qui est, entre guillemets, pardon, le tracking est fait côté GTM, avec le GTM client-side. Et ensuite, si vous voulez mettre en place un tracking server-side, globalement, on va déjà tout mettre au propre sur votre tracking actuel pour que vous ayez le meilleur tracking possible. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un GTM server-side, où là, ça va être des nouvelles balises, etc., qui sont créées pour parler au serveur et récupérer le tracking qu'on a effectué côté client pour l'envoyer côté serveur, qui va ensuite être envoyé côté Google Analytics, Meta, etc., pour que vous ayez une meilleure remontée. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question, Sébastien, mais l'idée, c'est comment mettre en place le tracking server-side. C'est côté GTM, on va faire un GTM client-side et un GTM server-side. Et ensuite, après, il y a toutes les particularités, là, toute la configuration côté serveur qui va se faire soit chez Stepio, soit chez Dingwell, soit chez Google Cloud Platform, pardon, avec le contournement des différentes choses qu'on a vues. Mais voilà, globalement, ça se fait comme ça. Alors, j'ai une question de Clément. Cela peut s'adapter sur du e-commerce et site lead gen, peu importe le CMS.
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut se faire absolument sur n'importe quel CMS, que ce soit du e-commerce ou du lead gen, évidemment. Il y a simplement des petites particularités, c'est pour ça que je dis toujours ça dépend, mais je sais que c'est énervant de répondre ça, mais par exemple sur un Shopify ou des solutions SaaS, il va y avoir des facilités à mettre en place certaines particularités du server-side, mais globalement, évidemment, ça s'adapte sur tout. Peu importe le CMS, si ce soit un e-commerce ou un lead gen. Après, ça va évidemment dépendre de votre besoin. Souvent, sur les lead gen, on a peut-être moins de problèmes de remontée que sur un e-commerce, on a peut-être un peu plus de problèmes parce qu'il y a beaucoup plus d'infos. Mais ça peut se faire dans les deux, évidemment. C'est pour ça que comme il y a une vraie mesure de cas par cas dans ce type de sujet, on vous a mis l'adresse de Vincent. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'il y ait une analyse de fait, qu'on fasse un audit, voir comment ça se passe de votre côté et pour votre cas particulier, parce que vraiment donner des infos en général pour ce type de problématique, c'est assez compliqué. Alors l'idée, c'était surtout que vous compreniez réellement comment fonctionne un server-side et comment concrètement, qu'est-ce que ça peut correspondre, comment on contourne, etc., tous les différentes remontées de données. Après, évidemment, quand on va rentrer sur du cas par cas, en fait, ça va toujours être du cas par cas dans le sens où ça va dépendre du CMS, ça va dépendre de certaines choses pour vraiment la partie technique et la mise en place technique. Mais en soi, la logique restera la même pour tous les sites. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais si vous n'avez plus de questions, eh bien, j'ai assommé tout le monde sur la technique. Il n'y a plus ouais, personne qui a tout le monde écouté est la parti question. prendre un paracétamol. Tout Mais simplement. Si c'est assez clair, vous dites c'est clair. très bien. En tout cas, Merci n'hésitez Mehdi. pas à nous poser vos questions, même plus tard. On est disponible et on vous remercie pour votre présence Pas de nombreuse question. aujourd'hui. Et à très bientôt pour la Voilà. suite de cette conversation. Moi, on va rester peut-être 2-3 minutes pour voir s'il y a d'autres questions ou si c'est bon pour vous, mais il me semble que ça peut être bon. Tout le monde me dit merci. Donc, si j'ai été clair, c'est le principal. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à contacter, que ce soit à des premiers ou moi-même directement avec l'adresse présentée ici. Si vous avez voilà, une problématique là-dessus et si vous voulez qu'on échange là-dessus, on est disponible pour la mise en place d'un server-side. Bon, Très je pense bien. qu'il n'y a pas de questions, d'autres questions. Bon, merci à tous et à bientôt, peut-être pour un autre webinaire sur le Consent Mode V2. Oh là là, j'ai vu qu'il y avait énormément de demandes là sur cette partie. C'est forcément des sujets un peu techniques, mais c'est vraiment important pour la remontée de données. Donc, je pense que ça concerne tout le monde, mais c'est juste qu'évidemment, c'est pas le sujet le plus sexy. J'aurais préféré vous parler de chiffre d'affaires, de montée de chiffre d'affaires, etc. Mais malheureusement, c'est pas toujours ce qu'on veut. Il y a les lois, il y a les RGPD, il y a tout qui rentre en compte. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions. Merci à tous. Passez une bonne journée. Merci. Au Au revoir. revoir.